Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir, votre décryptage quotidien de l'actualité entre lundi et vendredi de 19h à 21h. Le dysfonctionnement justice administration pénitentiaire a conduit de manière inévitable à une surpopulation carcérale. Les magistrats n'ont pas toujours la volonté de libérer des prévenus, même lorsque ces derniers présentent des garanties de représentation. Si le code pénal camerounais consacre la liberté comme un principe et l'emprisonnement comme une exception, l'on note malheureusement cette fâcheuse tendance à toujours appliquer l'ancien code d'instruction criminelle. Autrement dit, tout le monde en prison. Equinox soir, c'est 20h, la grande édition d'information en français, suivi quelques instants après du débrief. Et tout de suite, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Code de procédure pénale, pourquoi l'application fait problème? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec de nouvelles faces. Je vais commencer par Christian Massouma. Bonsoir Christian. Bonsoir Serge Ranoto. Bienvenue sur le plateau. C'est un réel plaisir pour moi d'honorer à votre invitation et de pouvoir défendre les positions de ma formation politique. Voilà, votre formation c'est le MRC. Le MRC, voilà, ce sujet vous intéresse. Un autre nouveau, lui, c'est le docteur Isaac Essam. Bonsoir, docteur. Bonsoir et merci de l'invitation. Voilà, bienvenue. Merci, je suis déjà de la grande famille d'Equinox. C'est vrai que pour Equinox, c'est la toute première fois. Voilà. En face de vous, Guy Hervé Fonga. Bonsoir, Guy. Bonsoir, Serge Alain, et merci pour l'honneur et l'amitié renouvelée. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder cette émission de qualité qui est bien progressive, commence à faire partie du patrimoine audiovisuel camerounais. Et merci d'accepter de recevoir ma goutte de compassion dans cet océan de douleur. Courage encore à vous. Maître Ngefa, bonsoir. Serge Alain, Augustin Ngefa. Je vois ton sourire, ça veut dire que tu as suffisamment d'énergie. Comme dirait quelqu'un, l'homme n'est rien sans les hommes. Ils viennent dans leurs mains, ils s'en vont dans leurs mains. Maman est partie, nous irons la célébrer. Condoléances, Serge Alain. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Quelquefois, quand on dit, au regard de ce qui se passe au Cameroun depuis un certain temps, on constate beaucoup une espèce de transgression de la loi. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui justifier que les procédures ne soient pas respectées? Pourquoi? C'est dû à quoi? Serge Alain a chassé le naturel et revient au galop. Le pouvoir a des difficultés à se départir des vieilles habitudes qu'il a cultivées durant tout le temps lors de l'application du vieux code, du code d'instruction criminelle. Oui. La nouveauté... Les magistrats ont de la peine à se départir de ce code-là. C'est ce qu'on constate. Je ne pense pas que ce soit les magistrats. C'est plutôt le système en place. Oui. Qui empêche ces êtres humains, qui ont plus la sensibilité que la raison, de faire ce qu'ils savent faire. Parce que j'ai encore en mémoire la tournée menée par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Amadou Ali, qui a parcouru presque tout le pays, oui, pour encourager, pour expliquer le bien fondé de l'avènement de ce code de procédure pénale. Mais je note que depuis presque 8 à 10 ans, on abandonne totalement l'esprit et la lettre de ce code de procédure pénale pour des raisons purement politiques. C'est tout ce que je peux vous dire. Je regrette que ce soit ainsi. Chacun à son niveau le constate. Vous verrez que pour les améliorations, la procédure du point de vue formel, de l'interpellation, de la garde à vue, de la détention provisoire jusqu'au jugement, ces nouveautés que nous avons célébrées en tant qu'avocats, que presque toute la République a célébrées, ces nouveautés ont perdu de leur contenu
On ne sait plus quelle est la différence entre l'arrestation. On ne sait plus quelle est la différence entre l'arrestation et la garde à vue. On ne sait plus quelle est la différence entre les mandats et les ordres des policiers. On ne sait plus quelle est la différence entre les titres du procureur ou bien les coups de fil des gouvernants en termes d'éléments de pression sur ceux qui doivent veiller ou bien ceux qui doivent mettre en pratique ce code de procédure pénale dont nous sommes un peu au carrefour entre l'ancien et le nouveau régime de la procédure pénale au Cameroun. Merci. Voilà, et Christian Massoma, justement, Maître Nguefak parlait de l'esprit et la lettre qui ont été abandonnés pour des raisons politiques. Ça vous intéresse au MRC? Oui, ça nous intéresse. Et avant vous êtes particulièrement visé quand on dit... vous sentez qu'on en veut au MRC, on n'applique pas la loi parce que c'est le MRC. Le MRC est devenu l'exécutoire du système en place en matière d'application sélective de la loi ou en matière d'interprétation péjorative de la loi. Malheureusement, vous avez encore en mémoire un certain nombre de faits récents et notamment l'arrestation de nos camarades et de nos leaders qui s'est passée de manière extrêmement cavalière. Il y a encore quelques jours avec la mutinerie à la prison centrale, nous avons vu comment notre premier vice-président, M. Mamadou Mota, a été traité. Tout simplement parce que nous sommes dans un pays où l'État refuse désormais d'appliquer la loi. Et quand l'État n'applique plus la loi, il ne garantit plus la liberté des citoyens. Et cette répression aujourd'hui est extrêmement dommageable pour la cohésion sociale, pour le respect des institutions que le système en place veut vanter, mais à partir du moment où il est le premier à transgresser l'ensemble des lois qu'il a lui-même mis en place, il est très difficile de pouvoir aboutir à un résultat concret sur le terrain. Mais je pense que le problème remonte d'un peu plus haut. Montesquieu disait lors de la Révolution française que c'est une expérience éternelle que tout homme qui détient du pouvoir a tendance à en abuser. Et il y va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Et on estimait que pour ne pas abuser indéterminément du pouvoir, il faudrait que par les dispositions naturelles des choses, le pouvoir arrête de pouvoir. C'était le principe de la séparation des pouvoirs. Oui. Au Cameroun aujourd'hui, cette séparation de pouvoir est pratiquement mise en brèche où elle n'existe pratiquement pas. Et Maître disait tout à l'heure... On dit que le pouvoir exécutif l'a même mis sur tous les autres pouvoirs. Le pouvoir exécutif a phagocyté tous les pouvoirs depuis très longtemps. Oui. Et le législatif... Celui qui est à la tête du pouvoir exécutif, hein. Je dis le pouvoir exécutif, ça veut dire... De manière globale. Ça veut dire que le système, ça veut dire que c'est les gouvernants, ça veut dire que c'est le président de la République et l'ensemble de ses membres du gouvernement et de ses différentes administrations qui gouvernent ce pays et qui ne font pas en sorte qu'on puisse respecter le citoyen en appliquant les lois qu'il a lui-même contribué à mettre en place à travers son Assemblée nationale qui est aujourd'hui, loin s'en faut, la représentation peut-être d'un parti ou d'une partie de la population, c'est-à-dire les militants du RDPC, mais pas la représentation nationale des Camerounais, parce que plusieurs sensibilités ne s'y retrouvent pas. Donc tant que nous n'arriverons pas à un système qui consacre, comme nous le voulons au MRC, la séparation des pouvoirs, et qu'on ait un équilibre qui se crée de facto, parce qu'on aura un pouvoir exécutif qui sera là pour mettre en place les lois qui ont été votées, et qu'on aura un pouvoir judiciaire qui va veiller à ce que l'État ne puisse pas transgresser les lois qu'il a lui-même contribué à mettre en place, on assistera toujours à la représentation sinistre de notre pays qui nous est servie en ce moment par le régime de M. Biya. Guy Fongan, Christian Massoma parle d'application sélective de la loi. C'est votre avis par rapport à ce code de procédure pénale? Non, enfin, je ne vais pas dire que c'est une vision angélique de ce code-là, mais je note. Je suis très à l'aise de remarquer que je suis entouré de quelques exégètes du droit et donc l'échange va être plus digeste, je le présume. Non, je veux dire que penser que ce code pénal de procédure. Ce code de procédure pénale applique le droit de manière sélective, je pense que c'est pour ceux qui n'ont pas pris les choses en amont. Parce que voyez-vous, le code procédurial camerounais inspiré du droit napoléonien qui de 1810 qui en réalité est-ce que les textes n'ont pas de problème apparemment? Non, c'est l'application qui fait problème, comme tous les textes du Cameroun d'ailleurs, parce que il y en a qui estiment, je suis d'avis que le Cameroun c'est un paradis dans les textes,
mais un enfer dans leur application. Okay. Parce que tout le monde fait ce qu'il veut et personne n'applique les textes stricto sensu. Si vous prenez n'importe quel domaine de ce pays, vous allez voir qu'on a d'excellents textes, mais qui ne sont jamais appliqués, parce qu'on est malheureusement dans un pays qui, j'aime à le dire, est la forme la plus achevée de l'aristocratie de la nonchalance. Pour qu'on ait à la dernière actualité, vous savez comme moi qu'il y a un texte qui organise les primes de l'indomptable, qui stipule par exemple que les primes de payer 6 mois à l'avance et 3 mois pour ce qui est de la canne, mais ce n'est appliqué par personne, tout le monde connaît le texte et chacun fait ce qu'il veut. Donc je veux dire que pour le principe, on n'a pas un problème de texte, mais on a un problème on a l'impression qu'on est dans un no man's land où chacun peut manifestement faire ce qu'il veut. Et je commençais mon propos en indiquant que le code procédure pénale camerounais inspiré malheureusement du code pénal napoléonien de 1810 qui en réalité rétablit l'ordre social en mettant le droit au service de l'État. Alors quand on observe les déclinaisons et la manifestation du droit chez nous, on voit bien que ce code pénal est plutôt au service de l'État et non au service de la justice et non au service du peuple. Et ce n'est pas surprenant que à l'adoption de ce code-là, des partis comme le SDF avaient boycotté à l'Assemblée, étaient quasiment sortis du Parlement ce jour-là en 2005, et que même il y avait certains membres de la société civile et quelques partis politiques qui à l'époque avaient estimé que ce code n'était pas bon, parce qu'il y avait entre autres des dispositions comme celle-là qui protégeaient les membres du gouvernement et certains politiques. Je comprends le plaidoyer pro-domo de Christian, pour simplement souligner qu'il y a certains politiques jusqu'aujourd'hui estiment que ce code de procédure pénale ont le droit en partie au MRC, même si c'est discutable évidemment, mais il y en a, ça fait partie des idées reçues, c'est une thèse qui prospère, mais il y a du bon et du moins bon là-dedans, mais on aurait pu éviter ça si effectivement ce code de procédure pénale, au lieu d'être au service de l'État, comme c'est le cas, était au service parce que le droit est censé protéger le faible et non les plus forts. Malheureusement, chez nous, on a l'impression que c'est plutôt de l'effet contraire et une illustration, comme la fameuse loi sur le terrorisme de 2014, est une circonstance aggravante qui permet effectivement de mieux comprendre le fait que ce code de procédure, en réalité, le droit dans sa pratique, dans sa praxis, c'est plutôt au service de l'État et pour justement, comme Christian citait Montesquieu, pour davantage s'éterniser au pouvoir et protéger et sauvegarder un certain nombre d'intérêts. Mais il est de notre responsabilité et de notre mission ici de prendre le taureau par les cornes pour rappeler quand même que à nos dirigeants, Vox Populi, Vox Dei, c'est-à-dire que la voix du peuple, la voix de Dieu, la loi elle est peut-être mauvaise, il semble avoir un consensus là-dessus, mais elle est écrite par les hommes et donc il est possible qu'on la reconsidère et qu'on ait un code qui soit plus équitable et qui répond davantage aux aspirations des nombreux Camerounais. Maître Ngefak, je m'adresse maintenant à vous, docteur Isaac Essam. Maître Ngefak a parlé de l'application sélective de la loi. On va y revenir, mais il a également parlé de la différence entre arrestation, garde à vue, mandat et tout ça. On va nous expliquer, parce qu'il y a un certain mandat qui fait problème depuis le 28 janvier dernier, je crois. On va en parler sur ce plateau. Maître Sam, il a parlé d'application sélective de la loi. C'est votre avis aussi par rapport à ce code de procédure pénale? Peut-être de manière contextuelle, mais de manière générale, il n'y a pas application sélective, puisqu'en réalité, l'autre voie, lui, il est considéré comme une activité de mise en forme et de mise en norme des conduites sociales. Et lorsqu'on regarde ce qui est fait, l'autre voie est au service de la société. L'État utilise l'autre voie pour garantir l'épanouissement des populations. Maintenant, il arrive que lorsque l'activité politique entre en scène, les acteurs politiques, que effectivement certains acteurs politiques commencent à se... Allez-y, docteur Sam. Commencent à se mettre à l'écart, effectivement, de ces
éléments-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit concrètement? On voit que le droit est là. Il a été mis au service de la société. Et maintenant, ceux qui sont chargés de son application, en fonction des intérêts, en fonction de la formation, en fonction des circonstances et en fonction des enjeux qui peuvent se présenter, et vont instrumentaliser ce droit-là. Et donc, on ne peut pas conclure que le droit est au service seulement de ceux qui gouvernent, puisque même ceux qui sont gouvernés peuvent utiliser ce même droit-là pour faire interpeller les gouvernants, pour amener les gouvernants à l'ordre. Alors, on peut être inquiet ici d'une chose. Lorsque la loi a été votée, on n'attend pas que la loi s'applique d'elle-même. Il faudrait des gens pour appliquer cette loi-là. Et dans l'application de cette loi, on ne peut non plus faire entièrement confiance à ceux qui appliquent. Voilà pourquoi il y a des contrôles, voilà pourquoi il y a des limitations dans l'application des lois. Et donc, ceux qui sont chargés d'assurer une sorte d'éveil pour que la loi ne soit pas instrumentalisée complètement ou violée, devraient faire leur travail. Or, ceux-là participent notamment de la société civile, des partis politiques, des populations, puisque de toute façon, le gouvernement n'est pas à l'abri des erreurs. Ça peut arriver. Le gouvernement qui gère représente bien souvent la majorité du point de vue des partis politiques. Mais vous savez, dans la démocratie, l'une des définitions juridiques, c'est que la majorité gouverne dans le respect des droits de la minorité. Et donc, quand cela est pris en compte, vous n'aurez pas ces genres de dérapage. Mais si ce n'est pas pris en compte, faudrait-il encore soulever l'aspect contrôle? Parce qu'avec le contrôle, on va limiter. Mais vous savez, beaucoup d'acteurs se plaignent bien souvent lorsqu'ils sont seulement victimes. Avant cette situation où ils sont victimes, ils ne se plaignent pas. Moi, je pense qu'il y a de cela 2 ans ici, sur Equinox même, il y avait eu un débat là-dessus où nous demandions déjà de juger les personnes qui étaient, par exemple, détenues pendant de très longs mois et qui n'avaient pas encore été jugées. Il fallait, dans le cadre du respect des droits de l'homme, les juger, parce qu'on vous juge et vous connaissez votre statut. On ne peut pas vous garder éternellement. Donc vous comprenez un peu la mutinerie de lundi dernier? On peut la comprendre, pour ceux, précisément ceux qui ont fait plus de, je peux dire, 18 mois. Parce que quand on est... voilà, est-ce qu'il y a une période précise, un temps précis à passer? Voilà, c'est combien de temps? Par exemple, pour la détention provisoire, qu'est-ce qu'on fait de la détention provisoire? Si ce sont des questions de délit, vous avez 6 mois renouvelables une fois. Or, si c'est le crime, vous avez 6 mois et on vous ajoute 12 mois supplémentaires. Donc, ça fait 18. Au-delà de 18 mois, on ne voit pas très bien ce que vous avez à faire là-bas. Et donc, c'est en ce moment-là que les organisations, par exemple, des droits de l'homme, et pourquoi pas tous ceux qui veulent d'un pays démocratique respectueux de droits, parce qu'il ne faut pas seulement attendre quand on est déjà en situation pour faire cette observation. Donc, il faut dénoncer cela continuellement. Je pense que même ceux qui commettent ces erreurs-là, autrement dit, ceux qui laissent les gens en est-ce que ce sont des erreurs? Sont des erreurs? Il y a souvent des cas d'erreur, mais il y a aussi le cas instrumental, on le sait. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il ne fallait pas regarder seulement l'aspect sélectif, parce qu'il y a aussi l'autre aspect. Peut-être une phrase, je vais me rassurer en avance que le docteur Isaac n'a pas de couleur politique, parce qu'il a au moins 5 fois parlé d'erreur de la part du gouvernement, ce qui me surprend un peu. Et il faut bien noter, quand on parle de l'application à tête chercheuse du droit, ce n'est pas une vue de l'esprit. Sinon, l'exemple, par exemple, sur la déclaration de manifestation est assez illustratif. Sinon, on ne peut pas expliquer de manière rationnelle comment est-ce que, pour l'opposition, de manière systématique,
tout ce qui est Le manifestation sous-préfet pense qu'il y aura trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public, alors que quand c'est le parti au pouvoir, c'est de manière naturelle accordée. Alors si vous de l'aspect instrumental. Non, mais là non plus on ne peut généraliser. N'oubliez pas que c'est systématique en fait. Non, suivez. Ça peut pas être une erreur. Avant les marches, par exemple, de janvier. Oui. Vous savez marches très bien blanches. que oui. Les marches du SDF ont souvent été interdites. Ont toujours été interdites. Non, il y en a qui ont souvent été acceptées. C'est la même chose au niveau du RMC. RMC, oui. Il y a certaines de ces marches. On a vu notamment à Bafoussam. Il y a eu des cas où on a même changé de destination pour le MSC. Donc, je vous rappelle qu'il y a quelques jours, un foyer pas très loin d'ici a été fermé, scellé, parce que ce foyer abritait une réunion du MRC qui justement devrait inscrire ses militants. Non, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. J'ai dit qu'il y a des cas. Il y a des cas de violation. Et moi-même, je ne peux pas être d'accord en ce qui concerne les réunions. Parce que les réunions sont complètement mises à l'écart. C'est-à-dire que... Non, je vous comprends. En fait, j'explique que les réunions ne doivent pas être interdites. Pour les réunions publiques. Puisqu'on vous dit, quand vous organisez une réunion, vous faites la déclaration, on vous délivre un récépissé. C'est à vous d'assurer, la police, le sous-préfet envoie un représentant. Vous comprenez? Il n'y a pas, la loi n'a pas prévu une hypothèse d'interdiction des réunions. Donc, s'il y a interdiction, ce sont des abus à dénoncer. Justement, moi, je voulais juste pour les manifestations, c'est différent. D'abord, on peut interdire. Voilà. Non, docteur. La réalité, c'est que tout à l'heure, Maître Ngefat parlait de l'ancien code d'instruction criminelle. Pour ce qui est de la loi sur les libertés, nous sommes effectivement restés aussi à l'ancienne loi, c'est-à-dire la loi d'avant 90, qui, pour les autorités administratives, était encore soumis à l'autorisation préalable. Mais la loi de 90 qui consacre la déclaration préalable avec les quelques aménagements, notamment en cas de trouble à l'ordre public, est appliquée, mais de la manière la plus barbare au MRC. C'est-à-dire, on est aujourd'hui dans le procès d'intention permanente contre une formation. D'utiliser le contexte. Non, je dis qu'on est dans le procès d'intention permanent contre le MRC, c'est-à-dire nous avons systématiquement la présomption de trouble à l'ordre public. C'est-à-dire avant même qu'on ait fait la moindre manifestation. Contre l'opposition. Oui, contre l'opposition plus globalement, mais aujourd'hui de manière beaucoup plus marquée contre le MRC. Parce que je pense que le système est vent debout contre le MRC. Et il faut le dire. C'est-à-dire tout le monde aujourd'hui qui est de bonne foi dans ce pays se rend compte qu'il y a une fébrilité généralisée chaque fois qu'on prononce le nom du MRC quelque part. Le MRC est un parti politique légalisé dans ce pays et qui fonctionne selon les normes légales en vigueur. Mais on nous empêche systématiquement d'exercer nos droits les plus fondamentaux qui nous sont garantis par la Constitution de ce pays. Et à ce titre, l'application de la loi devient justement un instrument, comme vous avez dit tout à l'heure, devient totalement instrumentalisé par l'État pour desservir les intérêts d'un parti politique qui aspire à gouverner ce pays et qui se bat pour l'alternance politique dans ce pays. Donc, c'est extrêmement regrettable et pour nos concitoyens qui nous regardent tous les jours, et certains même qui semblent se réjouir des malheurs qui s'abattent au sein du MRC aujourd'hui parce qu'on est dans un système totalement répressif, je dis, personne n'a intérêt à ce que ce système et ce régime continuent à utiliser la loi au service de sa propre politique et au service qu'est-ce que je voulais dire, c'est-à-dire du système qui veut rester indéterminément au pouvoir contre la vie du peuple camerounais et contre l'intention réelle avouée du peuple vers le changement. Donc c'est ça la réalité. Elle est triste, elle est comme ça. Et je vous garantis qu'on ne nous a accordé aucune... D'ailleurs, quand on parle d'autorisation, je suis très mal à l'aise parce que j'ai dit, on vous délivre un récépissé de déclaration de manifestation. Vous le savez très bien, docteur. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Mais ça a quand même manifesté quelques fois. Je voulais que... Dans le cadre de la campagne électorale et dans quelques rares fois où on a pu... c'est ce que je ne peux pas dire que c'est des manifestations en tant que telles, mais je vous garantis que dès qu'une autorité administrative entend le nom du MRC, dans ce pays aujourd'hui, on a l'impression qu'elle part totalement en vrille et que... Christian Massoma, c'était même avant la présidentielle,
Avant la présidentielle, je vous souvenez quand le président Kamto s'est rendu à l'Est, bien avant la présidentielle. On a barré l'entrée de la ville. On a barré la route à tout le cortège du MRC parce que M. Kamto, le professeur Kamto et le président Kamto ne pouvaient pas se rendre à l'Est, venir sensibiliser les populations et venir dire le discours et la vision de notre parti pour le Cameroun. Donc c'est quelque chose qui est incroyable dans un pays qui se veut un tant soit peu démocratique, et je n'ai pas l'impression que c'est cela ce que nous avons comme code et standard de démocratie dans les autres pays. Même les pays limitrophes du Cameroun ne sont pas dans le mode répressif actuel. Nous avons beaucoup régressé. En 90, même au moment de l'Union pour le changement de l'AC-CNS et de tous les mouvements politiques et regroupements qui s'étaient manifestés à ce moment, on n'assistait pas à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et je dis que cette situation est grave. Il faudrait que l'État arrête d'utiliser la loi au mépris et des intérêts des différents acteurs sociaux et politiques. Maître Ngefak, vous vouliez? J'ai ma question après. Allez-y d'abord. Vous voulez réagir à ce débat? Je voulais réagir, Serge Alain. Je vais emprunter à beaucoup de panélistes qui sont passés avant moi, qui disent que le Cameroun, c'est un état de droit. Qui disent que... personne ne l'a dit. Hein. S'il vous plaît, j'ai dit qu'ils sont passés avant moi. Ils ne parlent pas de vous sur le panel. Théoriquement, oui, peut-être. Qui disent que le Cameroun, c'est une république exemplaire. Soit. Si le Cameroun, c'est cela, cela suppose que le code de procédure pénale vise un seul objectif: obtenir des sanctions indolores, parce qu'on est dans la démocratie. Et j'utilise cette expression, j'emprunte ça au professeur Antoine de Garapon, parce que pour un État qui se veut démocratique, qui se veut vraiment républicain, c'est comment rendre son peuple excellent. J'ai entendu tout à l'heure mon distingué panéliste parler de l'aristocratie. C'est-à-dire que le code pénal, à sa conception, vise à faire du Cameroun une aristocratie, où chacun devait être à l'aise, où chacun devait vivre comme cela doit être. C'est-à-dire, si nous faisons un découpage du code de procédure pénale pour dire quelles sont les étapes pour punir, nous dirons la première phase, c'est l'arrestation. Est-ce que les conditions sont respectées? La deuxième phase, c'est la garde à vue. Est-ce que les conditions sont respectées? La troisième phase, c'est la détention provisoire. Est-ce que les conditions sont respectées? La dernière phase, c'est la phase de jugement. Est-ce que les conditions sont respectées? Chacun fait son constat à tous les niveaux. L'État piétine cette loi qui nous empêche d'accéder à la sanction indolore. Et en ce moment, la question, pourquoi l'application fait problème? Juste parce que ce code de procédure pénale empêche l'État de faire usage de sa barbarie, de sa sauvagerie. Et puis, tout à l'heure, je suivais de la casuistique, je vais plutôt faire de la casuistique en appelant les faits quotidiens que tout le monde peut lire. J'ai l'habitude ou bien coutume de lire le journal officiel qui est Cameroun Tribune. Mais depuis janvier, je n'ai plus vu nos éminents professeurs d'université, nos enseignants, commettre des articles pour critiquer les différentes violations de la loi. Je me demande bien quelles sont les questions, quelles sont les réponses qu'ils donnent aux étudiants lorsqu'on leur dit on a arrêté, on a enlevé des Camerounais de la prison, on a transféré dans un lieu inconnu, les avocats sont allés à la recherche, ils sont interdits, bâillonnés. Je me demande ce que ces enseignants-là, ils donnent comme réponse. De deux, qu'est-ce qu'on pense de l'application du code de procédure pénale en ce moment? Je vais encore scinder la question en deux. La réponse à la question pourquoi l'application fait problème, ça dépend du camp où on se trouve. Si on est du camp du pouvoir, ou bien du parti État RDPC, l'application ne fait pas problème parce que le but est atteint. En réalité, là on respecte Montesquieu, chaque texte de loi c'est pour régler un problème à une situation ponctuelle. Le but est atteint parce que ceux qu'on devrait effrayer, ceux qui doivent avoir peur ont tous peur. Il y a un seul qui tente encore de gesticuler. Je crois que c'est le MRC. Pour le reste, l'objectif est atteint du parti du pouvoir. À l'inverse, ceux qui sont du côté de ceux qui ont peur, comment ils vont faire pour régler ce problème?
c'est la solution. Je crois que nous sommes là pour les aider dans cette république exemplaire en construction, de chercher à voir comment faire pour concilier la dictature face à ce code de procédure pénale qui est la loi nationale. C'était mon intervention. Ok, Dr Isaac Essam, Maître Nguefa vient d'élaborer là, vient de nous dire les 4 étapes dans la procédure. Il a parlé de l'arrestation, il a parlé de la garde à vue, il a parlé de la détention provisoire et enfin le jugement. Je vous ai dit tantôt qu'on va un peu s'arrêter sur ce fameux mandat qui fait problème depuis le 28 janvier, je crois. Le mandat de perquisition qui a été servi pour interpeller certaines personnes, les membres de l'opposition, professeur Maurice Kamto et les autres. Votre sentiment? On n'a pas piétiné la loi? Disons que ici... Comment expliquer ça? Comme dit Maître Nguefa, comment on peut expliquer ça aux étudiants? Le code de on interpelle des gens avec un mandat de perquisition. Bon, ce n'est pas son rôle. Le mandat de perquisition, ce n'est pas pour interpeller. Mais si à la suite de la perquisition, il y a des choses qui sont trouvées et qui compromettent ces personnes-là, on peut les interpeller. Des armes à feu, par exemple. Oui, par exemple. Mais on n'utilise pas le mandat de perquisition pour interpeller. Oui. Mais je dis bien qu'à la suite de la mise en œuvre de ce mandat de perquisition... Est-ce que c'est ce qui a été le cas le 28 janvier? Ça, disons que les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Et ici, il y a un problème à ce niveau-là. Je crois que les conseils de tous ceux qui ont été interpellés doivent dénoncer ces abus. J'ai dit qu'il y a certainement des abus dans les procédures. Mais ce n'est pas généralisé parce qu'il faut distinguer peut-être 2 groupes d'acteurs à ce niveau. Vous avez des citoyens ordinaires, je veux dire non politiciens, qui vivent au quotidien, qui posent des actes et qui peuvent subir des abus. Mais ces citoyens arrivent souvent aussi à violer la loi. Donc, dans des cas de la violation de la loi, on applique clairement le code. Il n'y a pas de problème. Mais dans le cas où il y a des abus au niveau de la procédure, il est normal que cela soit dénoncé, et ce par tout le monde. Maintenant, au niveau des acteurs politiques, vous savez que, je l'ai dit pour le contexte, parce que si vous vous rappelez très bien, il y avait souvent des déclarations, des réunions, des manifestations, et puis chaque parti pouvait. Mais ça s'est gâté, il faut bien le voir, à partir de 2008. Regardez bien ce qui s'est passé à partir de 2008, avec les émeutes de la faim. Pourquoi? Parce qu'il y a le représentant régional, le littoral du SIF, qui avait décidé d'organiser un meeting, et le meeting avait abouti à un dérapage. Or, si vous regardez bien jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement est devenu très prudent quand... Donc c'est parce que le SDF a fait ça en 2008 que toute l'opposition est condamnée? Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le gouvernement est devenu très prudent. C'est-à-dire sans cautionner les abus qui doivent toujours être dénoncés et même sanctionnés. Je rappelle que pour ceux qui sont détenus, par exemple, enfin, qui font l'objet d'une détention préventive pour les crimes qui va au-delà de 18 mois, la loi leur permet d'engager la responsabilité du juge d'instruction qui va au-delà de cela. Et donc, il peut faire l'objet, ne serait-ce que de poursuites disciplinaires. C'est prévu. Donc, il faut savoir que quand il y a des abus, on a aussi prévu des mécanismes qui permettent de les sanctionner. Seulement dans le jeu politique, comme je le disais, c'est le rapport de force. Et donc, s'il y a un parti qui gouverne, par exemple le RDPC, et qu'il y a des partis de l'opposition, l'instrumentalisation est double. Elle n'est pas seulement du côté des gouvernants. Parce que les gouvernants peuvent utiliser la norme pour sanctionner ou pour neutraliser l'opposition. C'est un instrument de politique également. À l'inverse,
les acteurs de l'opposition peuvent utiliser la même norme pour afficher le gouvernement. Et vous le savez, ça se passe souvent bien. Est-ce qu'il y a des actes, ma foi, de provocation qui sont souvent faites au-delà des thèmes, par exemple de manifestations qui peuvent édifier. Il y a d'autres thèmes de manifestations qui provoquent. Je prends pour exemple, avant qu'on en arrive à l'élection présidentielle, le SIF pose un problème clair. Il faut manifester pour appeler à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce qui est une bonne chose. Il faut la solidarité. Et 3 jours avant la manifestation, il y a une banderole à Bonanjo qui dit « Enfin, le Cameroun est libéré, le Cameroun sera libre ». Mais le sous-préfet a été obligé d'interdire cette manifestation. Il y avait un rapport avec la manifestation du SDF justement, c'est-à-dire quoi? Mettre sur la banderole, c'est le SDF lui-même, que enfin la libération du Cameroun parce que le sous-préfet a délivré un récépissé de manifestation. Or, le sous-préfet lui-même est sous le coup de la justice s'il laisse une manifestation dégénérer. Là, le code pénal le sanctionne pour cela. Donc, lui-même n'est pas à l'abri. Donc, dans ce jeu-là, il y a des calculs. Donc, je dis que il y a des cas où le gouvernement, peut-être pas en tant que gouvernement, mais en tant que parti politique, c'est-à-dire des acteurs politiques du pouvoir peuvent instrumentaliser la norme à leur profit, on le voit souvent, mais il y a aussi l'instrumentalisation de l'opposition qui utilise justement la norme. Par exemple, quand vous bravez une interdiction, vous bravez une interdiction, ça veut dire que vous défiez par exemple les autorités qui sont là. Et vous le faites à dessein, puisqu'en réalité, vous savez qu'on va vous sanctionner. Mais maintenant, les dérapages excessifs, on ne peut pas les mettre sur le dos de tel ou de tel tant que un juge n'a pas prouvé que, voilà... permettez, je viens à vous. Christian Massouma, dites-moi, après les marches blanches de janvier, les marches du 1er, du 8 juin, c'était quoi le motif? Notre ligne politique n'a pas changé. Il y avait toujours hold-up électoral. Mais nous sommes toujours contre le hold-up électoral. Non, je dis, vous avez, lorsque vous aviez déclaré ces manifestations, vous avez inscrit ça, hold-up. Je suis en train de dire que notre ligne politique n'a pas du tout changé. Oui. Nous sommes contre le hold-up électoral. Nous sommes contre la guerre dans le nord-ouest et au sud-ouest. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas vivre paisiblement ici et penser que des millions de nos concitoyens sont en train d'être plongés dans la misère, la précarité, et ils sont totalement détruits. C'est-à-dire, quand je dis ils sont détruits, ils n'ont plus de vie, ils n'ont plus de logis. Et aussi la libération des prisonniers politiques. Nous sommes clairement et nettement contre la détention des leaders pour leurs opinions politiques. On ne peut pas penser qu'au Cameroun, en 2019, dans un pays soi-disant démocratique, qu'on continue à interpeller et à emprisonner illégalement des personnes pour les questions ou de leurs opinions politiques. Donc, je vais revenir quand même sur ce que le docteur a dit tout à l'heure en parlant de l'instrumentalisation. L'opposition instrumentaliserait la loi à quelle fin et avec quels moyens? C'est-à-dire, nous sommes dans un parti-État qui détient tous les pouvoirs, qui détient tous les moyens juridiques, tous les moyens administratifs, qui aujourd'hui fait détenir des Camerounais, pas sur la base d'un mandat, mais sur la base d'une note signée par, ils appellent ça garde à vue administrative, signée par les gouverneurs. C'est-à-dire, on peut vous arrêter aujourd'hui, tout à l'heure, comme vous disiez, même pour un mandat de perquisition. On a arrêté notre camarade Michel Naki parce qu'il y avait une interdiction de sortie du territoire. C'est-à-dire, tout est prétexte pour pouvoir porter le coup fatal au MRC, mais le MRC est un état d'esprit, je le dis ici, c'est-à-dire des Camerounais qui ont des opinions libres et qui doivent exprimer leurs opinions librement ne devraient pas être inquiétés. On n'est pas un pays en autarcie. Parlant par exemple de la contestation post-électorale, nous avons le candidat Fayulu à RDC qui réclame avoir gagné l'élection mordicus. Le Conseil constitutionnel a consacré Étienne Tshisekedi comme président élu.
Fayoulou, depuis des mois, manifeste. Il mobilise des millions de partisans. Vous savez ce que M. Tshisekedi a dit? Il a dit qu'il ne va pas interdire ces manifestations parce qu'il sait que tous les Congolais ne peuvent pas avoir la même opinion et que tout le monde n'a pas voté. Que ces personnes qui veulent exprimer une opinion dissonante et divergente, qu'ils expriment librement. Et les manifestations de M. Fayoulou ont eu lieu sans que... Le Cameroun n'est pas un pays sorti, je ne sais trop de quelle planète, où il y a un gouvernement qui doit être dans une logique extrêmement répressive. Une logique qui ne garantit en rien l'expression des libertés et l'expression même du respect de la loi. C'est-à-dire, pour moi, je ne sais pas comment je pourrais m'exprimer comme ça. Je dis, j'interpelle ceux qui gouvernent encore et j'interpelle le gouvernement de la République de comprendre que l'application de la loi est au profit du citoyen et du peuple. L'application de la loi ne pourrait jamais... Quelqu'un a dit tout à l'heure que la loi est censée protéger les faibles, et c'est vrai. Mais malheureusement, ici, et là où je ne suis pas d'accord avec le docteur, la loi protège toujours les plus forts. La loi protège tout le monde. Et elle est censée protéger tout le monde. Mais dans la pratique, dans les faits, qu'est-ce que nous constatons? Si vous vous retrouvez aujourd'hui au tribunal et que vous avez peut-être plus de moyens de pression parce que vous avez un frère qui est très haut placé ou que vous avez peut-être certains moyens financiers parce que la décision du juge peut changer. La décision du juge peut éventuellement changer en fonction de votre pouvoir. Et celui qui n'a pas ces mêmes moyens va couper 10 ans en détention. Vous avez vu avec le cas de Tchonkam il y a quelques temps encore, qui a passé toutes ces années avec, je ne sais pas trop, 100, 200, 300 renvois et qui n'a jamais été jugé et qui a finalement, même s'il a été condamné, à cause de la sensibilisation de la société civile et de certains acteurs sociopolitiques, on est arrivé à une décision de justice en fin de compte. Donc, vous oubliez les médias? Les médias, bien évidemment, qui jouent un rôle. Il ne faut jamais oublier. Je vais vous dire, moi j'ai dirigé une chaîne de télévision qu'on appelle STV pendant quelques années. Voilà. Et je sais quel est le rôle des médias dans la scène sociopolitique au Cameroun. Donc je serai le dernier. Le véritable quatrième pouvoir. À pouvoir oublier le rôle du quatrième pouvoir. Je vous salue pour votre travail. Voilà. Et je dis tout simplement que c'est notre pays que nous souhaitons tous bâtir. C'est un pays que nous souhaitons construire, peut-être pour nous et pour les générations futures. Et nous devons construire ce pays sur des bases saines, sur des bases sereines. C'est pour cela, et je le dis toujours chaque fois que je passe dans un plateau de télévision, que je dis, il n'y a aucune raison que le président Kamto, que Christian Penda et Koka Abel Zonga et tous les leaders qui sont détenus en ce moment soient en prison. Leur place n'est pas en prison. Leur place est en liberté et pour pouvoir construire et bâtir ce pays sur des bases qui sont des bases saines et sereines. C'est pour cela que nous avons toujours appelé, notamment pour le cas du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, au dialogue inclusif. Un dialogue qui va intégrer tous les acteurs sociaux. On a vu les prémices de pourparlers à Genève il y a quelque temps. On parle aujourd'hui de la conférence de Munich, à laquelle nous ne nous identifions pas forcément. Espérons que le pouvoir va comprendre la nécessité qu'il y a de ne pas garder le cap qu'ils ont en ce moment, parce que nous allons tout droit vers le mieux. Non, mais je veux dire que, bon, peut-être pour préciser rapidement que aujourd'hui, les médias, c'est plus le quatrième pouvoir. Vous voyez qu'après le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, aujourd'hui, le média, c'est un contre-pouvoir. Donc, le lexique a évolué. C'était bien que les gens qui nous regardent comprennent ça. Donc, on est passé du quatrième pouvoir à un contre-pouvoir. C'est le rôle que les médias jouent aujourd'hui. Et contrairement à ce que Christian semble dire, non, il n'y a pas une fixation sur le MRC. Je pense que le pouvoir est frileux et frileux de tout ce qui est manifestation publique, quel que soit le parti qui l'organise. Et c'est très gênant. On ne peut pas avoir obtenu un score de 71% des élections présidentielles et avoir peur des gens qui ont obtenu 14, 2, 3, 1%. Je veux que c'est quand même ridicule. Ça laisse quand même à désirer ça pose quand même des questions sur la véracité du résultat des urnes. Parce que si on a obtenu sur 11% des élections présidentielles, eh bien, naturellement, on a plus de légitimité. On a plus de légitimité et on peut laisser les gens qui veulent s'exprimer dans la rue, s'agiter entre guillemets, sans que ça nous pose un problème particulier. Alors si on, et après le MRC, il y a quelques jours, ça ne vous a pas échappé qu'un meeting de Cabral a été interdit par un sous-préfet il y a quelques jours. Oui. Voilà, donc ça veut dire que le SDF n'a quasiment jamais obtenu d'autorisation. Donc il y a cette frilosité-là qui est récurrente de la part du gouvernement, alors qu'on sait que vous avez obtenu 11%. Donc c'est un peu gênant. Et on est pour le cas d'espèce dans ce que Maître Alice, que je salue au passage,
aime appeler une sorte de criminalisation du droit. C'est exactement dans cette situation qu'on vit. On est dans un état de non-droit perpétuel et permanent. Et je me demande, quand vous voyez, j'ai pris beaucoup quand les autres parlaient, le docteur Isaac faisait remarquer que l'État, par exemple, fait usage de la barbarie, mais sauf que c'est systématique. L'État ne fait que ça régulièrement. Il n'y a pas... L'État ne fait pas que... de relativiser. L'État ne fait pas autre chose que ça au quotidien. On assiste malheureusement impuissant à cet état des choses. Et je demande, moi, comment est-ce que l'opposition peut instrumentaliser le droit à son propre avantage? Ça me semble un peu surréaliste. Comment l'opposition ferait pour instrumentaliser le droit? C'est possible. Vous savez que quand vous êtes victime, c'est-à-dire que lorsque vous défiez, par exemple, la loi et qu'elle vous frappe, vous voyez, vous devenez une sorte de victime. Et à partir de ce statut-là, vous savez qu'il vous est plus facile de vous mouvoir, même à l'étranger. Donc, on ne peut pas lui cela. N'oubliez pas que lorsque, par exemple, les forces de police viennent verser de l'eau sur ceux qui sont en train de manifester, mais ça attire de la compassion pour cela. Il est même des partis politiques qui sont devenus célèbres sur la base, effectivement, du fait que chaque fois que l'interdiction avait été réalisée, les acteurs allaient sur le terrain et tout de suite ils devenaient populaires. Et vous savez qu'en politique c'était moyen. Moi, si je crée un parti politique, il faut 2 jours pour devenir célèbre. C'est pas compliqué. On connaît aussi ce jeu-là. Mais cela n'enlève en rien le fait que les abus doivent être dénoncés et même que les auteurs doivent être sanctionnés. Ça n'enlève pas cela. N'oubliez pas que même les partis d'opposition utilisent la loi à des fins. Vous pouvez interroger certains représentants peut-être hors micro ou hors caméra. Vous allez entendre des choses. Non mais, docteur, vous venez de mettre le feu pour vous battre. Oui, donc, pas bien interroger les leaders d'opposition. On vit avec eux au quotidien, on vit au camp, on est avec eux, on voit ce qui se passe. On peut se faire chacun sa propre religion sur les faits. Vous avez parlé de l'eau qu'on verse sur les manifestants. Eh bien, quand nous étions étudiants, nous appelions sur le Mami Wata. Donc, on peut très bien encadrer une manifestation sans tirer sur les gens, tel qu'on a vu. Il y a des manifestations encadrées. Et puis le meeting de Bafoussam du samedi dernier, oui. Nous donne la preuve effectivement qu'il est possible d'encadrer une manifestation sans l'interdire. Sinon le meeting de Bafoussam n'aurait pas eu lieu. Vous avez demandé de ne pas oublier les précédents de 2008. Regardez les dérapages. Il est possible d'encadrer. Ces dérapages-là qui sauf que malgré ces dérapages, malheureusement, les meetings du parti État sont de manière systématique accordés. Et donc, on peut aussi encadrer pour les autres. Guillaume, je voulais juste dire une seule chose. Les dérapages ne doivent pas empêcher d'appliquer la loi. C'est-à-dire, nous, on ne demande pas à l'État de faire plus que l'application de la loi. Si la loi permet aux partis politiques et aux citoyens qui déclarent leur manifestation de pouvoir manifester et que la Constitution garantit le droit de manifestation aux citoyens, il faudrait que l'État puisse respecter cela. Parce qu'il n'y a aucune raison de faire appliquer de manière systématique la présomption de troubles à l'ordre public au parti de l'opposition. Regardez par exemple ce qui s'est passé en janvier. Pas tous à la fois. Oui, quand vous avez évoqué les pays où l'esprit et la culture républicaine sont ancrés, hein, la police est là pour encadrer les manifestations. Nous le voyons tous les jours. Regardons par exemple la France avec les gilets jaunes. Il y a eu beaucoup de dérapages, il y a eu beaucoup de casseurs, mais chaque fois, on prend un dispositif pour encadrer et on ne réprime que lorsqu'il y a des ordres et lorsqu'il y a des casses. Mais chez nous, c'est a priori que... Voilà, on s'est dit qu'il y aura trouble à l'ordre public. Non, j'avais pas terminé la dernière phrase. J'avais pas terminé. La dernière phrase, c'était pour dire que, contrairement à ce que les uns et les autres pensent, moi, si je pouvais mettre un vœu, Maître et Dr Isaac ont parlé des abus qui sont faits par le régime. Je pense qu'il y a une chose qu'on devrait enseigner de manière systématique à tous les Camerounais, c'est le droit. Parce que les abus dont sont victimes les Camerounais, c'est très souvent dû au fait que très peu ignorent même quels sont leurs propres droits. Et c'est dommage, parce que la vérité, la fameuse épitaphe, nul n'est censé ignorer la loi et pour moi, j'allais dire une grossière hérésie. C'est une sorte
d'aphorismes qu'il faut déconstruire. Il y a une chose qu'on doit enseigner à tous les Camerounais, dès même la 6e ou le primaire, eh bien, c'est le droit, au moins les fondamentaux. Malheureusement, il y a un cours qui s'appelle Intro au droit, qui n'est enseigné qu'en première année universitaire, mais au moins les fondamentaux, on devrait les enseigner aux enfants à partir de la 6e. Il y a les droits civils, à partir de la 6e, l'éducation à la citoyenneté, à partir de la 6e, pour qu'on ait moins d'abus tels que les populations. Voilà, merci Guy. Oui. Maître Ngefa. Serge Alain, pourquoi l'application du Code de procédure pénale fait peur, fait problème? Cette application fait problème parce que depuis octobre 2018, la peur a changé de camp au Cameroun. La peur n'est plus du côté du gouverné, mais la peur est du côté du gouvernant. Le gouvernant a peur de tout. Seulement. Terriblement peur de tout. Au point où avec 71%, il a peur d'encadrer 14%. Au point où avec 71%, il a peur d'encadrer les marches organisées par Cabral Libye. Avec 71%, il a peur d'encadrer les marches du SDF. La seule chose qui lui reste, c'est de marcher sur les institutions qu'utilise son adversaire, c'est-à-dire l'opposition. L'État donc marche sur les lois. C'est l'argument. Et la première loi qu'il faut briser, c'est le Code de procédure pénale. Parce que si ce n'est pas cela, nous n'avons pas d'argument. Pourquoi est-ce que tout est foulé aux pieds en termes de législation? Cet État qui a sacrifié autant de millions pour viser, créer, organiser autant de sessions, pourquoi aujourd'hui il s'éveille, il crée tout, il n'a appliqué aucun texte de loi pour violer toutes les procédures? Pourquoi l'État a peur? C'est la question à laquelle nous devons répondre. L'État a peur de tout perdre parce qu'il n'a plus le contrôle de rien. C'est la réalité. C'est pourquoi l'État est effrayé. Depuis que nous avons organisé les élections en 2018, quelle est la marche qui a eu pour objectif de casser? Aucune. Quelle est la revendication qui a eu pour objectif de créer le désordre dans ce pays? Aucune. C'est l'État qui met dans la tête du peuple que si eux ils marchent, ça va créer du désordre. Mais quand ils marchent, on constate plutôt que c'est l'État qui a créé du désordre. C'est de ça qu'il est question. Si nous référons à ce qui s'est passé, les mutineries de la prison, les correspondants sortent aujourd'hui. On constate que avant ce désordre, l'État savait qu'il y avait grogne, qu'il y avait des problèmes. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils ne prennent jamais. Vous avez dit tout à l'heure que l'État, c'est la forme la plus... Ils laissent que ça pourrisse. Ils ont toujours laissé, donc c'est pas... C'est de ça qu'il est question. En fait. Pour le Code de procédure pénale, il en va autant pour la Constitution, il en va autant pour toutes les lois qui sont là. Et rien ne marche. Et puis, au distingué journaliste, moi j'ai juste une observation à faire. L'opposition ne s'agit pas. Je refuse l'expression s'agiter. Au premier degré mon propos. Non. Ne prenez pas l'expression. Ceux qui nous écoutent. Pas au premier degré l'expression. Non, je crois qu'il a reprécisé en mettant entre guillemets. Je reprécise pour moi en disant, à l'heure actuelle, nous ne pouvons plus parler du pouvoir judiciaire. Il a démissionné, il est inféodé. Nous ne pouvons plus parler du pouvoir législatif. Tout le monde voit ça et comprend. Les députés et les sénateurs se querellent, même dans le même parti. Ça ne tient pas. Parce que quoi? Tous contestent le désordre de l'exécutif. Donc, en réalité, je demande aux journalistes, comme vous l'avez dit, de se mettre vraiment en face. Voilà, merci. Madame, Monsieur, nous allons marquer dans notre première pause pour rencontrer Cédric Noufélé pour les titres du journal. Bonsoir Cédric, le sommaire. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de cette audience accordée à l'ambassadeur de France arrivé en fin de séjour au Cameroun. Gilles Thibault a une fois de plus discuté avec le président de la République, Paul Biya, des sujets importants qui concernent la coopération entre Paris et Yaoundé, notamment la résolution de la crise anglophone et l'évolution de la situation socio-politique du Cameroun. Après avoir rencontré le chef de l'État, le diplomate français est allé au ministère des Finances afin de garantir un appui budgétaire au Cameroun dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de redressement économique.
Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également cette alerte d'Amnesty International qui interpelle le gouvernement sur la torture infligée à 59 membres de l'opposition. Cette organisation internationale des droits qui défend les droits humains appelle le gouvernement camerounais à mener une enquête indépendante afin de voir plus clair sur les actes de torture infligés à des Camerounais arrêtés depuis quelques mois et relâchés il y a quelques semaines du côté de Yaoundé. Nous parlerons également dans ce journal de la victoire des Lions indomptables du volleyball. Ils sont qualifiés pour la finale de la CAN 2019 volleyball après avoir laminé l'Algérie 3-7-0. Performance après leur consoeur, championne d'Afrique du volleyball. Nous en parlerons dans la page sport du 20h. Voilà, madame, monsieur, ce sera le journal de Sédig Noufélé. Dans quelques instants, quant à moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie de nos 4 invités pour le débrief. Retour sur le plateau Equinox, toujours en compagnie de Guy Hervé Fongan, Christian Massouma, Maître Augustin Gueffard et Dr Isaac Essam. Dr Isaac Essam, vous avez vu, hein, on a parlé du volleyball. Je crois que c'était en 84, au sortir d'une compétition de handball. Le président de la République, Paul Biya, qui les recevait au palais de l'Unité, avait dit il n'y a pas de sport mineur ni de sport majeur. Au regard de ce qui se passe actuellement, on a vu la preuve, les U17 qui sont rentrés champions d'Afrique, de leur catégorie, ils n'ont pas été reçus par le président de la République. Les dames n'ont pas été reçues par le président de la République. Ça veut dire quoi? Disons que je suis très mal placé pour parler à la place du président de la République. Ah, c'est lui seul qui peut nous dire pourquoi? Tout à fait. Donc là, on n'en parle pas, alors. Ok, on n'en parle pas, puisqu'il n'est pas sur ce plateau. Disons que le choix, puisque vous parlez d'un choix, qui le reçoit souvent les hommes, pourquoi? Est-ce que dans le passé, il n'a pas reçu les femmes? Est-ce qu'il n'a pas reçu les lions des autres disciplines? C'est souvent arrivé, mais il y a quand même on observe qu'il y a un accent qui est mis sur les lions indomptables du football, version masculine. Docteur Sam, mon problème c'est au niveau du symbole. Oui. Il a reçu les dames qui avaient perdu en finale, la CAN féminine 2016. Oui. Les U17 sont rentrés avec le trophée. Ils n'ont pas été reçus. Les dames sont rentrées football, volleyball avec le trophée. Elles n'ont pas été reçues. Ils peuvent espérer être reçus s'ils gagnent là. Ça peut. Est-ce que c'est la victoire qui pourrait justifier cela? En fait, comme je l'ai dit. Donc on reçoit même les perdants? On peut recevoir les perdants, pourquoi pas? C'est le président lui-même qui discrimine à ce niveau-là. Oui. Donc le choix, il a. Et je ne peux pas répondre à sa place. Parce que, à savoir pourquoi il a fait ceci ou cela, au plan de la symbolique, on observe tout de suite que il y a quand même qui ont eu plus de privilèges que les autres. Oui. Cela peut être problématique. Mais maintenant, pourquoi est-ce que c'est fait ainsi? Je crois que ce sont les décideurs politiques qui peuvent répondre à cette question. Mais moi, comment comprendre cette réception à géométrie variable? Justement, comme vous le dites, à géométrie variable, parce que entre les déclarations de sport majeur, sport mineur et la réalité, dans ce pays, ça fait des années qu'on a constaté qu'il n'y a qu'un seul sport, le sport majeur, qui est le football. Et notamment le football des seniors, des Lions indomptables. Oui. Le reste, que ce soit la présidence de la République quand il s'agit des symboles pour recevoir les athlètes, ou le ministère de la jeunesse et des sports, ou le ministère des sports, puisque c'est de la jeunesse, on s'interroge. Est-ce que le ministre des Sports en ce moment a participé à la compétition de volleyball? Non, mais on a vu à la CAN la phase de préparation en Espagne, il était omniprésent. En fait, le football est le catalyseur en matière de politique sportive dans ce gouvernement. Et cela est extrêmement frustrant pour l'ensemble de... Et vous remerciez, quel sera le sport
Non, il n'y a pas un sport en particulier. Lorsque les athlètes camerounais représentent les couleurs nationales, c'est-à-dire lorsque les équipes nationales fanion, quelles que soient les disciplines, représentent les couleurs avec bravo, comme c'est le cas pour le volleyball, je pense que on doit les célébrer parce que c'est des icônes et c'est des modèles et des exemples pour notre jeunesse et pour l'ensemble du peuple camerounais. Donc, il faut arrêter cette hérésie qui consiste juste à consacrer l'essentiel des moyens et l'essentiel de l'attention autour du football. Nous venons de voir que nous sommes sortis de la CAN sans gloire et sans tambour ni trompette parce que, bien évidemment, entre les caprices à répétition de certains de nos lions, qui exigent souvent des primes extrêmement faramineuses, alors que sur le terrain... Non, mais tout à l'heure, Guy avait fondant parler des textes, la loi du... Il y a des tests, mais les tests... Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils réclament alors que les textes le disent? Le problème n'est pas au niveau des tests ni des primes. Oui. C'est dans leur droit le plus légitime d'avoir droit à ces primes. Oui. Mais maintenant, entre le droit de bénéficier de ces primes et les montants qui sont souvent exigés, en fait, c'est ça qui pose problème parce que c'est pas les primes en elles-mêmes qui sont remises en cause, mais c'est que les lions, au niveau de l'encadrement, au niveau eux-mêmes des acteurs sur le terrain, au niveau du gouvernement, c'est un jeu de dupes. Il y a une telle duplicité, telle que on se rend compte que c'est toujours à la veille de la compétition que ce problème surgit et il y a une forme de surenchère dans tous les sens et on arrive à des situations qui sont extrêmement cocasses malheureusement et ça commence à prendre tâche dans les autres pays parce que pour la dernière quand vous avez vu qu'il y a beaucoup de pays aussi qui se sont retrouvés dans le cas qui est récurrent chez nous, on espère tout simplement que ça va avancer. Non, le MRC aura une politique qui est totalement différente parce que nous mettons l'humain et au centre et puis nous mettons les normes au centre de toute notre action et de toute notre politique. Ok, Guy, je vous ai vu prendre beaucoup de notes là. Vous avez vu aussi secouer la tête, désapprouver ce que disait à certains moments, pas tout, ce que disait Christian Massoma. C'est quoi le problème? Non, disons que j'étais très embêté quand il estime que les joueurs font la surenchère, quand ils réclament leur prime, alors que le texte du 22 septembre 2014 qui organise les liens indomptables précise normalement que ces joueurs ont droit à l'argent 6 mois avant. Et puis il y a beaucoup de contre-vérités qui sont propagées au quotidien. L'argent que les joueurs réclament, il faut le dire au Camerounais, c'est l'argent produit par le jeu, par le spectacle. C'est des recettes publicitaires. Ce n'est pas l'argent du contribuable. Il faut le dire au Camerounais. Et c'est à peine 30% de ce qu'ils produisent, ce qu'ils réclament. Donc je pense que le politique a embarqué les Camerounais dans ce dilatoire en faisant croire que c'est l'argent du contribuable. Ils réclament leur argent qui n'a rien à voir avec l'argent du contribuable. C'est l'argent produit par les recettes, l'argent produit par le jeu, l'argent produit par le spectacle. C'est même pas 30% de ce qu'ils sont censés avoir. Et donc il faut clarifier ce genre de choses pour remettre les gens dans leurs droits. Et ce n'est pas de la surenchère, ce n'est pas de l'imposture. Ils réclament ce qui leur revient normalement. Pour revenir sur le cas du volleyball, moi je suis pas très surpris. Malheureusement, moi j'ai lu pendant la campagne présidentielle, j'ai lu beaucoup de programmes politiques des partis à cette élection-là. Et il y a des partis qui avaient de très bons programmes, de très belles visions sportives pour le Cameroun, en dehors du RDPC, malheureusement qui est presque essoufflé, c'est le cas de le dire, qui ne peut plus rien apporter de concret. J'ai vu des partis politiques qui ont de très belles politiques sportives. Et je suis un peu de ceux qui sont, je ne vais pas dire dessus, mais embêtés. Parce qu'on a l'impression que le ministre des Sports est le ministre du football. Malheureusement, c'est la triste réalité. Narcisse Mollet-Kombi, en 2004, moi je l'ai connu ici à Douala, il était chef de doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques. Ça commence avec Narcisse Mollet-Kombi. Non, je veux dire que non. Je ne parle pas de l'actuel ministre aujourd'hui. Oui, parce que vous allez voir pourquoi. Oui, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est le problème. Tous les ministres des Sports ont vous allez voir que, donc lui, en 2004, quand il lance l'appel de l'intelligentsia, pour demander au président Paul Biya de revenir, moi je vois quelqu'un de très structuré, de très clairvoyant et de très correct. Les filles qui viennent de remporter la CAN, est-ce que vous savez que le ministre a refusé de leur recevoir?
C'est pas normal. Donc, de temps en temps, il faut qu'on laisse le président où il est, que chacun prenne ses responsabilités. Le ministre ne les a pas reçus quand elle partait à cette compétition-là, et c'est au retour qu'on a tenté de rattraper pour récupérer d'autres choses. C'est pas normal. Non, ce n'est pas au président Paul Biya de demander au ministre d'aller recevoir les athlètes. Ce n'est pas possible. Ou alors de leur dire au revoir avec toute la solennité qui va avec. Il faut de temps en temps. Dire au revoir aux athlètes. Il faut de temps en temps que chaque ministre prenne ses responsabilités. Ce n'est pas la faute au président, c'est la faute au ministre. Et quand bien même elles sont revenues, il y a un peu de récupération. Donc j'ai l'impression que il a été surpris comme tout le monde qu'elles ont gagné la CAN et puis on a fait une tweet pour les encourager. Elles n'ont jamais reçu aucune visite, même quand elles sont arrivées en demi-finale, etc. Alors que c'était en Égypte, où la plupart étaient présents. Donc c'est pas. Donc, je veux dire que ce type de mépris, d'ingratitude n'est pas de nature à permettre de construire, de bâtir une véritable nation. Et c'est pas. Si le président qui donne la vision en indiquant qu'il n'y a pas de sport mineur ou de sport majeur, c'est au ministre de donner du sens à cette vision-là en prenant chacun ses responsabilités. Ce n'est pas la faute ce n'est pas au président de le faire. J'ai découvert sur votre plateau il y a quelques mois les haltérophiles qui, il faut le dire aussi, ont ramené il y a quelques jours 7 médailles. C'est dimanche avec vous que j'ai vu que c'est un certain Crotal qui a mis à disposition son local où les jeunes s'entraînent là-bas, etc. Mais ces gars sont revenus ici dans l'anonymat complet. C'est-à-dire que personne ne croit de ça, mais sauf que c'est une rare discipline. Chaque fois qu'ils vont en compétition, ils ramènent des médailles. Cette fois, ils en ont ramené 7. Ils sont rentrés en catimini avec ni tambour ni trompette. C'est pareil pour les hommes de volley quand ils partaient. Ils sont partis presque en catimini. Je ne vais pas dire que c'est un inconnu, mais c'est un illustre personnage qui lui a remis le drapeau en disant au revoir. Vous allez voir que maintenant qu'ils sont en finale, le ministre sortira du bois. C'est pas normal. Non, il faut que chacun prenne ses responsabilités, et je crois que cette absence de politique sportive contribue, j'allais dire, à là, vous dites que ce n'est pas le problème de Paul Biya. Non. C'est le problème du ministre. Ce n'est pas le président qui a empêché au ministre de dire au revoir aux allez quand il partait. Non, mais pas normal. Dans les je dis que c'est courant. C'est le président qui reçoit quand même les athlètes. Non, je dis quand il partait. Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est pas toujours au président. À l'aller comme au retour, oui. À l'aller comme au retour. Mais quand les athlètes reviennent, c'est le président qui les reçoit. On est d'accord. Au moins que durant le tournoi, qu'ils aient le sentiment qu'il y ait un minimum de considération vis-à-vis des pouvoirs publics pour ce qu'ils font. Mais ce mépris-là qui est dans l'ADN, ce désintérêt, cette manière de prendre les gens de haut en dehors des footballeurs, eh bien, peut radicaliser les gens et les amener à se dresser contre l'ordre établi, ce qui n'est pas normal. Au moins, le ministre peut, j'allais dire, apporter les circonstances atténuantes et ramener les gens à la raison. À l'aller comme au départ, il ne fait rien, ce n'est pas la faute au président. Il veut dire que quelquefois, à un moment donné, il faut que les gens prennent le bâton de pèlerin. Et vous allez voir que maintenant que les hommes sont en finale, vous allez voir les gens sortis du bois et commencer à faire la récupération. Le bonheur. Malheureusement, on va commencer par les tweets. Félicitations aux Lions du volleyball. Ça commence toujours comme ça. Après, il y a des lettres aussi. Bon, non, je pense qu'il est plus qu'urgent que on comprenne aujourd'hui qu'il n'y a plus que le football. Et puis, ça devait même, à mon avis, une leçon pour le ministre du Sport qui parfois donne l'impression qu'il n'y a que le football, alors que c'est d'autres disciplines qui ramènent des médailles. Eh bien, ça devait même, à mon sens, être une sorte d'interpellation, une prise de conscience. Mais en fait, le football nous distrait inutilement pour rien, alors qu'à côté, il y a des disciplines où il n'y a pas de championnat, où les gens jouent sur le goudron. Parfois, c'est dans les cours de récréation, mais qui nous ramènent quand même des médailles. C'est le football qui génère des revenus. Vous l'avez dit tout à l'heure, on s'intéresse au football parce qu'il y a des moyens financiers importants. Au-delà des revenus, il y a de s'il n'y avait pas cette... Il y a de la symbolique au-delà des revenus. Aujourd'hui, on a un Camerounais qui est champion NBA, Pascal Siakam. Donc, il n'y a presque pas de... Le ministre lui a envoyé beaucoup de lettres de félicitations. Oui, j'ai lu, et beaucoup de tweets aussi, que moi aussi également j'ai vu. Non, ça peut dire quoi? Quand vous voyez le drapeau vert ou jaune flotter à un tel niveau mondial, que c'est valable pour le volley, c'est valable pour le basketball, eh bien, ce type de symbole n'a pas de prix. Donc, le bonheur national brut que ces sportifs apportent au Cameroun n'est pas quantifiable, n'est pas mesurable. Donc tout n'est pas qu'une affaire d'argent. Au moins ceux-là doivent être célébrés et valorisés. Et aux dernières nouvelles, je me suis laissé dire que Pascal arrive d'ici en début du mois prochain.
vous allez encore voir la récupération, alors que le championnat de basket est presque inexistant. Ceux qui font des choses, c'est les particuliers comme Yannick Noah, comme Bahamouté. Vous assure qu'il sera reçu à l'immeuble Étoile. On verra bien ce qui se passera à son arrivée, parce qu'on est habitué à faire la récupération. Alors qu'en amont, on ne construit rien, on ne bâtit rien, il n'y a aucune vision. On est habitué à faire la navigation à vue sur tout et partout et à tout moment. Et des fois, je suis obligé de croire que le Cameroun, c'est un pays de miracles, un pays béni. Parce que même sans rien préparer à l'avance, sans rien construire, on gagne quand même. Voilà. C'est extraordinaire. On va donc écouter la stockade de maître Augustin Gueffak sur cette situation. Guy Hervé, moi, je suis très flatté de savoir que vous partez du volley au basketball. Et vous prenez, pour illustrer, vous citez Pascal Siakam, vous sautez Joel Embiid, mais tous ceux qui ont pris la parole ici, je n'ai suivi personne prononcer le nom d'un seul joueur de cette équipe de volley qui vient de remporter la finale. Vous en connaissez un nom vous-même? Mais j'ai dit, pardonnez-moi pour mon inculture sur ce point. Vous comprendrez que nous sommes terriblement en difficulté parce que ceux qui ont la charge de développer ce département nous ont abrutis. Nous ne connaissons même pas le nom du capitaine de cette équipe. Il faut le reconnaître. Et c'est très grave dans ce Et tout part de là. Voilà quelqu'un qui est sous le drapeau. Tout le monde regarde. Même le nom, nous, on ne connaît pas. Bon, le président de la République, lui, je le comprends, il ne peut pas être partout, il ne peut pas tout faire, c'est pourquoi il délègue. C'est vrai. Non, pour lui, s'il vous plaît. Délègue quand on a ramené le trophée. S'il vous plaît. Quand on a ramené le trophée, maître. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Allez-y. Il ne peut pas tout faire. Mais seulement ceux qui méritent sa confiance, doivent démontrer qu'ils sont la suite du manche du marteau. Ils ne doivent pas seulement être là pour réprimer. C'est de ça qu'il est question. Vous ne connaissez le nom d'aucun de ces joueurs. Vous voulez les glorifier comment? Ils sont de peu d'importance. À preuve, ceux qui sont importants, le président de la République les reçoit. Il est debout. On les voit sortir. On les voit entrer au perron de notre palais présidentiel. Mais comment vous voulez que les gens de petite qualité se rapprochent? Et qui plus est, chaque fonctionnaire à son poste est le président de la République. Comment voulez-vous que le ministre reçoive quelqu'un qui a une moindre valeur? Il faut qu'il ait de l'épaisseur pour toucher la paume de main du ministre. J'ai un problème, je vais vous conter une anecdote. Je suis conseiller juridique d'une équipe qui a participé à la Coupe du Cameroun. Tout au long des entraînements, et le président de l'équipe et tous les joueurs, chacun s'entraînait pour aller saluer le président de la République. Il faut un entraînement pour ça? Mais, mon très cher Serge Alain, je passe sous le contrôle de mon distingué confrère Tougouagui qui me regarde. Nous nous sommes dit, et si le président n'est pas là? Mais étant conseil, nous avons gardé ça. Vous imaginez la déception de ces 23 joueurs-là, avec le staff dirigeant, qui n'avait pour seul rêve que d'aller saluer le président de la République au stade. Voilà la démotivation. Le gouvernement s'arrange à démotiver tout le monde. Et puis on a la phrase, on va faire comment? C'est tout. Ouais. On va faire comment? Docteur, vous avez suivi propos des uns et des autres. Vous avez quelque chose à ajouter? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut peut-être éviter d'être pessimiste. Je sais que le gouvernement travaille, ne fait pas assez, sinon il n'y aurait pas autant d'observations ni autant de reproches. Mais il faut aussi admettre que les agendas politiques dépendent des objectifs à atteindre, de ceux qui gouvernent, de la manière d'organiser. Maintenant, pour ce qui est de la méconnaissance, par exemple, ou d'une connaissance relative des acteurs des autres disciplines, je pense que même les médias font déjà un travail important. Parce que je crois qu'il y a des émissions qui sont consacrées à ces disciplines-là.
Mais est-ce que maintenant les uns et les autres suivent? Parce que bien souvent, on se rappelle de cela lorsqu'il y a une focalisation. Mais si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y en a qui ont par exemple une sorte de calendrier des émissions de diverses chaînes de télé pour savoir qu'à tel moment, il y a telle émission qui va passer et on va parler de telle ou telle chose? Et les gens n'ont pas beaucoup ce temps-là. Donc la faute n'est pas seulement au gouvernement, bien que lui-même est une chaîne nationale déjà qui devrait faire ce travail. Je crois même qu'il y a une chaîne sportive. Il faut encourager les gens à suivre. Il faut encourager les uns et les autres à donner de la motivation à ces acteurs politiques, parce que chaque fois que de toutes les façons le Cameroun est porté en haut à un niveau important, c'est l'ensemble du pays qui gagne. Maintenant, est-ce que les uns et les autres ont à l'esprit qu'il y a beaucoup de travail à faire à la base, même en dehors du cadre sportif? Vous savez très bien qu'ailleurs, si vous allez même en culture, vous allez dans le domaine de l'éducation, c'est quand vous avez travaillé fort, vous avez percé, qu'on commence à parler de vous. Donc il est souvent difficile de suivre les uns et les autres dès le départ. Il faut peut-être inviter à cette culture-là. J'étais juste par rapport à ce que le docteur venait de dire, je voudrais aussi dire, et en réaction au propos de Guy Hervé tout à l'heure, le football a la particularité d'être une discipline particulièrement, très impactante. C'est-à-dire, il ne faut pas se tromper là-dessus. L'engouement qu'il y a autour du football, pas seulement au Cameroun, ne sera jamais l'engouement qu'il y a autour du volleyball. Ça ne veut pas dire qu'on n'accorde pas de l'importance au volleyball. Si vous avez vu les différentes ou les dernières campagnes des Lions indomptables qui ont été plus ou moins victorieuses, souvenez-vous du retour de la Coupe du Monde 90, mais j'avais rarement vu une telle mobilisation. Le peuple camerounais était en extase. Alors qu'on n'avait pas on était juste en quart de mais finale. c'était la première fois qu'un pays africain atteint un tel niveau de compétition. Quand en 84 nous rentions de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était pratiquement la même chose. C'est la même chose en France quand ils gagnent la Coupe du Monde en 98. Les Champs-Élysées sont envahis pendant de nombreux jours. Toute la France est en liesse parce que c'est le football. Mais ça ne veut pas dire que dans les autres disciplines, on ne veut pas reconnaître les efforts des acteurs, mais ils n'auront pas la même exposition que le football, parce que le football est le sport roi, il faut le reconnaître. Ceci étant, je ne voudrais pas dédouaner l'attitude des gouvernants, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on ait une politique sportive nationale qui ne soit consacrée qu'au football, au détriment des autres disciplines, et au détriment des athlètes qui se donnent, qui se sacrifient, souvent avec leurs propres moyens pour arriver à un tel niveau. C'est pour ça que la symbolique qui veut que lorsque les athlètes ont représenté le pays valablement de cette manière, qu'ils soient reçus et honorés, parce que même sur le plan juste de la reconnaissance de leur représentation, le président de la République devrait les distinguer et devrait en faire des icônes et des exemples pour l'ensemble des autres concitoyens. C'est pour cela que je ne comprends pas l'attitude justement où les Lions ont gagné la CAN, les Lions version féminine ont gagné la CAN de volleyball, et c'est juste en perte et profit pour le gouvernement en place. Guy Fonga, vous allez répondre après. Permettez-moi d'abord de vous poser la question. On a souvent vu, après des campagnes victorieuses, des Lions qui sont obligés, entre guillemets, de rester encore pendant un certain temps au pays pour s'arrimer au calendrier du palais de l'unité. On a souvent vu ça. Oui, par le passé, sauf que là, c'est pour des Lions qui n'ont rien à faire. Je veux dire que celui qui a un championnat... Non, c'est pour dire que le président devait en principe absolument les recevoir. Absolument, je veux dire que c'est même parce qu'ils ont ramené un trophée. C'est un impératif catégorique. J'ai l'impression que parfois le gouvernement réagit quand il est sous pression, quand il sent une véritable menace, un véritable danger. Il ne nous a pas échappé que jusqu'ici, on nous avait mystifié la finale de la Coupe du Cameroun, comme quoi ça dépendait du cabinet civil, etc. Comme ça, que cette année, on a réussi à jouer la finale de la Coupe du Cameroun en temps et en heure, parce que la CAF a frappé le point sur la table en donnant une délai claire pour avoir les finalistes de la Coupe du Cameroun. Vous voyez bien que quand il y a ce type de pression, le gouvernement, ils réussissent finalement à se discipliner et à faire des choses dans les règles. Et bien,
je veux dire, même, c'est un impératif catégorique pour les gens qui ont porté brillamment le vert ou jaune à l'étranger, en face d'autres nations du monde entier, d'être le minimum qu'ils attendent, c'est qu'il y ait une considération du plus haut niveau de l'État. Ce n'est pas trop demander à notre président de demander de célébrer ses gloires et ces héros-là. Et quand je parle de la démission de l'État de ces missions régaliennes, il revient évidemment à l'État de construire le rêve et de donner aux jeunes d'avoir envie de pratiquer tel ou tel sport. Il n'y a pas que le football. Tout à l'heure, j'ai eu le maire de Douala 3e, Tofil Kwamnan, qui appelait de tout ce vœu la décentralisation. Eh bien, dès l'école primaire, nous, on a joué au basket sur le goudron. Donc, on avait nos playgrounds, on a grandi avec ça, on joue au basket pareil. Mais si on donne la latitude aux différentes mairies avec la décentralisation, de construire dans les différents quartiers, les stades de basket, des terrains de volley, etc., que dès l'école primaire, qu'on a envie et que le média public relève de manière systématique toutes les autres disciplines. Aujourd'hui, ils ont créé une chaîne sportive, mais il y a une véritable campagne dessus pour amener les jeunes à comprendre qu'il n'y a pas que le football, il y a d'autres disciplines qui peuvent produire le rêve, ramener des médailles et permettre aux familles d'avoir des jeunes qui excellent dans notre sport que le football. Et qui aiment des écoles de formation. Ça, c'est l'État de le faire. Qui est le centre de formation à partir de l'école primaire, que les jeunes aient envie de jouer au volley, de jouer au basket. Qu'on construise même dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, qu'il y ait plusieurs terrains, plusieurs infrastructures, et que ce sport soit médiatisé, et que tout à l'heure, maître disait qu'on ne connaît pas le nom de la capitaine, ou alors le nom des joueuses. Alors, faire rêver les jeunes, c'est justement, j'allais dire, starifier entre guillemets ces sportifs-là. Il faut que ces sportifs deviennent des modèles, qu'on les mette en avant, qu'on fasse des portraits tout le temps, qu'on fasse des grands reportages sur eux. Ça va donner envie aux jeunes de rêver et de faire la discipline. Sauf que ça passe par une politique sportive véritable et qu'il y ait une véritable vision sportive. Mais tant qu'il n'y a pas ce type de dispositif, on aura toujours le sentiment, et avait raison, qu'on est en pleine navigation à vue et qu'on ne sait vraiment pas où on va. Voilà, docteur Isaac Essam, Amnesty International, une fois de plus, sur le dos du Cameroun, cette fois il demande l'ouverture d'une enquête indépendante pour faire la lumière sur ce que 59 membres de l'opposition auraient subi pendant leur détention. Disons que c'est pas la première fois que cela arrive. Amnesty International fait des rapports au moins sur 169 États donc dans le monde. Il peut arriver que ce soit, même en Occident, les États-Unis ont souvent été épinglés. Oui. Ce que l'on demande lorsque une ONG de cette importance-là fait des observations, il est bien de vérifier quand même, parce qu'on ne sait jamais. Il y a beaucoup de choses qui se passent et le rôle d'une ONG, c'est justement d'attirer l'attention, de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ouais. Bon, malheureusement, dans les pays du tiers-monde, quand on fait cette observation-là, c'est souvent comme une sorte d'insulte, d'où la réaction que vous observez souvent. Mais il est bien de mener les enquêtes pour savoir, parce que dans tous les cas, la situation n'est pas très bonne. Le climat, il n'est pas très serein de nos jours au Cameroun, avec ce qui se passe à l'extrême nord, dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et même à l'est, et y compris dans les autres régions, parce que les gens se plaignent d'une sorte d'insatisfaction qui tend à se généraliser. Maintenant, le problème, c'est celui de la première partie tout à l'heure, c'est-à-dire que ces détenus-là, quel est le traitement qui leur est souvent réservé? C'est ce traitement-là qui est questionné. Donc ici, je pense que l'ONG a fait son travail. Maintenant, l'ONG propose de mener une enquête pour s'assurer, et je pense que c'est une marque de respect à l'endroit de l'État camerounais, parce qu'on ne donne pas des injonctions à un État, on lui propose, on fait des observations, quitte à lui maintenant de mobiliser les moyens pour enquêter et se rendre compte de ce qui se passe, même si
certains ont une idée de ce qui arrive souvent. Mais je le dis toujours, il faut apprécier ce qui est fait de bon. Les abus, il faut les dénoncer parce que c'est une personne qui peut être victime aujourd'hui, c'est peut-être le bourreau qui pourra être victime demain. Donc, de ce point de vue-là, tout ce qui est contraire à la Constitution, aux lois, il faut dénoncer. Et vous savez que le préambule de la Constitution du Cameroun interdit la torture. Quelles que soient les circonstances, il est interdit de torturer, de violenter les gens. Donc, quand vous êtes interpellé, ce qu'on demande de faire, c'est de vous écouter et de réunir assez d'indices. Ensuite, les charges, les preuves qui permettront de vous condamner. Mais il est formellement interdit, quelle que soit l'hypothèse envisagée, d'utiliser la violence. Voilà. Christian Massouma, parmi ces 59, il y a forcément vos camarades. Il y a beaucoup de nos amis politiques, et beaucoup de personnes qui ont été arbitrairement arrêtées lors des manifestations pacifiques que nous avons organisées. Je voudrais dire juste que Amnesty International, une fois de plus, interpelle le gouvernement de la République du Cameroun pour des questions liées au respect des droits humains. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Tout à l'heure, lorsque nous suivions le journal de M. Nofele, vous avez bien suivi le reportage sur notre premier vice-président Mamadou Mota, lorsqu'il a été extrait de la cellule en Koudengi pour son transfèrement au CED ou au GEPIC, j'en sais plus trop rien. Les séquelles corporelles qu'il a subies, les dommages qu'il a subis, les actes qu'il a subis, la dégradation de ses droits les plus fondamentaux, son exposition à travers des images qui sont insoutenables pour un leader d'opinion de cette trempe, c'est tout cela qui contribue à installer ce climat délétère que nous vivons et qui ne va pas s'apaiser parce que ce n'est pas l'image que nous voulons transmettre à nos compatriotes. Malheureusement, chaque fois donc une ONG comme celle-là, et peut-être comme Transparency, quand c'est le cas, le gouvernement va nous prendre un communiqué pour dire le complot, ou alors pour dénoncer le complot ourdi contre le Cameroun par les dites ONG qui ne font que les rappeler à l'ordre par rapport à un certain nombre de faits avérés et un certain nombre de constatations de terrain. Donc voilà l'état dans lequel nous vivons malheureusement. Merci Christian Massouma pour votre première, merci beaucoup. Merci Guy Hervé Fongan. Merci. Une phrase sur le... Ouais, on me fait des grands signes. Hein. Non, peut-être pour dire que ce que Amnesty dit, la presse le dit tous les jours. Je dis que le récit médiatique, c'est ce que la presse relaie au quotidien. Amnesty ne fait que rappeler ce qui est dit. Merci Guy Hervé Fongan. Merci docteur Isaac Issa d'être venu. Merci pour l'invitation. Voilà, merci beaucoup. Merci Maître Augustin Gueffak. C'est l'habitué. Ouais. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Rendez-vous lundi dès 19h. Bonsoir, Imboman, dispensaire.